Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je dois faire mes excuses. Je dois m'excuser officiellement à Big Brother parce que dans le passé, j'ai souvent critiqué que c'était pas possible de faire une très bonne saison de Big Brother avec des célébrités. Et honnêtement, après la 5e semaine de jeu, j'offre officiellement mes excuses à Big Brother. Je suis désolé d'avoir dit que c'était pas possible d'avoir des bonnes saisons avec des célébrités. C'est possible et on l'a présentement devant nous. C'est une excellente saison. My God que c'est un bon show. Les célébrités dans la maison nous font tout un spectacle. Et je pensais pas que c'était possible avec des célébrités. Je pensais qu'il y avait trop de facteurs qui empêchaient d'avoir la meilleure forme possible de Big Brother, mais honnêtement, cette saison, les joueurs sont là, les joueurs jouent, on a tout un show et on devrait en être extrêmement heureux. J'ai tellement de choses à vous dire sur l'épisode d'élimination de dimanche, donc on va pas plus attendre et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. L'épisode s'ouvre sur la suite de l'épisode de jeudi dernier, où on a vu la cérémonie du veto prendre part et Guylaine être mise sur le bloc aux côtés de Marc-Antoine parce que Martin a été sauvé avec le veto invisible. Et donc là, les célébrités réagissent à la mise en danger de Guylaine. Guylaine est quand même assez bonne dans sa réaction, quoi qu'elle dit que c'était un peu un move de pissou. Je me demande comment Claudia feel dans ses boxers présentement, mais bon. Sinon, on a vu Hugo être vraiment triste de cette nouvelle-là parce que là, il doit choisir entre son meilleur ami et son plus grand allié et probablement l'autre personne qui respecte le plus dans la maison et avec qui il s'entend le mieux dans la maison, qui est Guylaine. Donc là, il va devoir faire ce choix-là, c'est officiel. Et ça, c'est difficile pour lui. Vraiment, la maison est un peu sous l'onde de choc parce que t'as la matriarche en Guylaine qui est celle qui contrôle dans l'ombre beaucoup des votes cette saison, mais qui en même temps est quand même une cible importante, surtout pour le côté des cool kids ou de l'alliance des 7 chanceuses de la maison, où là, Guylaine semble être la cible principale. Et de l'autre côté, t'as Marc-Antoine qui est probablement le joueur physique numéro 1 dans la maison. Le leader de ce côté-là de la maison un peu, c'est vraiment celui par qui beaucoup de décisions ont passé et ont pris lieu. Mais en même temps, il jouait une excellente game stratégique aussi et était pas non plus la plus grosse cible, selon moi. Je pense qu'il y a des joueurs plus dangereux que Marc-Antoine, mais Marc-Antoine est un joueur très dangereux à cause de sa position. Et là, ils sont un contre l'autre sur le bloc et ça fait une onde de choc dans la maison parce que là, les joueurs sont déchirés. Et considérant le fait que le vote va être invisible, ben ça rend la chose encore plus complexe parce que là, ils peuvent décider d'un petit peu sortir des lignes d'alliance traditionnelles parce qu'ils vont pas avoir de répercussions à leur vote plus qu'il faut, considérant que le résultat du vote n'est même pas dévoilé. On sait juste qui va être éliminé. La suite des choses, c'est un peu toute la stratégie pré-élimination. Et selon mon regard de la chose, ça s'est fait en 2 temps que je vais donc analyser en 2 sections. La première section, c'est ici, et c'est comment les lignes vont se tracer dans le sable. Dans le sens que là, on a Guylaine qui est sur le bloc, on a Marc-Antoine qui est sur le bloc, et là, la maison est un peu justement déchirée en 2 à savoir qui va voter pour qui. Évidemment, du côté de Marc-Antoine, t'as clairement Hugo, mais même Hugo, c'est un peu difficile, mais le sens est que ça risque d'aller pour sauver Marc-Antoine. Et t'as les filles de la Chambre bleue. Les filles de la Chambre bleue qui ont donc le vote de Catherine et le vote de Éléonore. Et t'as Claudia qui est comme un vote, mais vu qu'elle peut pas se révéler, elle va faire comme si elle allait voter pour sauver Marc-Antoine, mais on sait que c'est dans les chiffres pour de vrai, c'est pas un vrai nombre. Et là, il y a la question de Martin. Martin est un peu dans le milieu parce que Martin est très proche des 7 chanceuses et est très proche de Marc-Antoine aussi personnellement. Et donc là, la question c'est est-ce que Marc-Antoine va aller d'un côté ou de l'autre? Et finalement, Marc-Antoine, au fil des discussions, on apprend Martin, au fil des discussions, on voit vraiment qu'il semble pencher pour aller du côté, pour sauver Marc-Antoine, justement. Il y a beaucoup de propos qui semblent corroborer cette opinion-là. Premièrement, Stéphanie qui dit que pour Martin, en étant du côté de Marc-Antoine, ben ça va lui permettre d'avoir son bouclier numéro 1 devant lui, et c'est vrai. Je pense que Marc-Antoine est un bouclier pour Martin, mais je pense pas que c'est son meilleur bouclier, honnêtement. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus opportuns à Martin de garder pour avoir un bouclier, parce que Marc-Antoine,
les gens qui ciblent Marc-Antoine sont pas les gens qui cibleraient nécessairement Martin, quoi, à part peut-être Trana, qui pourrait venir cibler Martin et Marc-Antoine. Mais sinon, tu sais, Martin n'est pas la cible des ennemis de Marc-Antoine plus qu'il faut. Donc, je sais pas à quel point c'est le meilleur bouclier, mais il décide quand même de s'allier avec ce côté-là. Le risque avec Martin, par contre, c'est que si le résultat va pas de son côté et Marc-Antoine ne reste pas dans la maison, mais ça va peut-être l'afficher comme étant celui qui a voté des restants, celui qui fait partie des restants puis qui est allé voter avec Marc-Antoine. Donc là, la question c'est est-ce que ça va le mettre dans une position difficile pour la suite? C'est fort possible parce que là, les restants ont peut-être pas raison de vouloir faire confiance à Martin, mais en même temps, ils ont peut-être besoin de Martin. Donc ça va être quand même difficile. Puis Martin, je pense que en décidant du côté d'aller du côté des 7 chanceuses pourrait être une bonne chose si Marc reste, mais pourrait être vraiment dangereux si Marc ne reste pas. Donc pour résumer, on aurait 4 vrais votes pour sauver Marc-Antoine du côté des 7 chanceuses, et ils pensent qu'ils ont un 5e vote avec le vote de Claudia, parce que c'est à part Claudia, tout le monde pense qu'elle peut voter. Ils doutent peut-être du vote d'Éléonore, mais ils pensent quand même qu'ils sont pas pires. Et là, de l'autre côté de la maison, pour Guylaine, donc pour garder Guylaine, c'est la joueuse qui semble le plus assurée de voter pour la garder, c'est Stéphanie, qui est probablement sa plus proche alliée à date. Je dirais que Stéphanie et Guylaine sont extrêmement proches. Et pour Stéphanie, je pense que c'est la joueuse qui vraiment profite le plus de la montée des restants, parce que je pense qu'elle est quand même relativement au-dessus de cette alliance-là, sans être la plus grosse cible de cette alliance-là. PL est une plus grosse cible, Trana pourrait être une plus grosse cible, Guylaine est clairement une plus grosse cible. Donc pour Stéphanie, je pense qu'elle est dans une excellente position si les restants existent pour de vrai. Donc elle pousse énormément pour sauver Guylaine. Et là, on apprend qu'il y a quelques joueurs qui sont pivots. Ils pensent peut-être avoir Martin, mais nous, on le sait en tant que spectateur que Martin est plus de l'autre côté, donc on peut oublier ça. Là, les autres joueurs sont donc PL, Trana, Lisanne et Eddie. Et ça va être... Je vais garder Eddie à la fin parce que c'est justement lui ma deuxième section, si on veut. Mais pour les 3 autres, ça va être une histoire vraiment de boomerang entre qu'est-ce qui est mieux pour notre game, entre garder Marc-Antoine et garder Guylaine. Et pour moi, le facteur qui a vraiment changé la donne pour ces 3 joueurs-là, c'est vraiment, mais vraiment la conversation que Trana a eu avec PL et ensuite qui ont eu les Trana, PL et Lisanne et dans la même pièce que Guylaine est arrivé par après pour vendre un peu sa salade. Je m'explique. Dans le fond, dans cette conversation-là, au départ, dans l'épisode, on voyait Trana, PL pencher du côté de Marc-Antoine, mais avec une certaine réserve, dans le sens où il voulait peut-être garder Marc-Antoine parce que il voyait qu'il pouvait être protégé quelques semaines par Marc-Antoine, parce que c'était pas sa cible et tout ça. Il était pas la cible de Marc-Antoine et tout ça, parce que on s'entend probablement que la cible allait peut-être être dans la direction de Guylaine, de Steph, d'autres personnes. Et donc là, eux, ils voyaient une certaine protection à garder Marc-Antoine, mais en même temps, ils étaient pas sûrs de leur coup. Et plus le temps avance, plus on voit que le switch semble passer pour aller vers éliminer Marc-Antoine et garder Guylaine. Et comme je disais, dans le fond, ce qui change un peu la balance, c'est que Trana, PL et Lisanne réalisent que le vote invisible va vraiment leur permettre de pouvoir voter pour garder Guylaine sans trop marquer leurs alliances, sans trop dévoiler réellement de quel côté ils sont de la maison. Et ils réalisent que eux aussi, ils vont peut-être avoir les nombres de sortir Marc et que, vu qu'ils ont réellement une potentielle chance d'avoir les nombres de sortir Marc, tu perds pas ton opportunité en or de sortir un joueur dangereux, capable de gagner des compétitions du patron et du veto, qui est là et sur le bloc la soirée d'élimination. Et cette réalisation-là de Trana, combinée au fait que Trana a aussi réalisé enfin que PL n'était pas le patron de la maison et donc que la nomination ne venait pas de leur côté de la maison et venait fort probablement du côté des filles de la Chambre Bleue, parce qu'elle cible Catherine. Il réalise, je pense, la grosse bourde potentielle réalisée par Claudia d'avoir mis son allié et un joueur très fort qui se retrouve sur le bloc au soir d'élimination. Ils se disent, mais là, c'est notre chance en or de l'éliminer. Et donc, Trana va justement réussir par la force de ces conversations à convaincre, je pense, PL, à convaincre pas mal Lisanne, va assurer Steph de leur vote par après. Et donc, ils vont pouvoir comme former un bloc de vote pour éliminer Marc-Antoine. Guylaine, par après, va aussi vendre sa salade en montrant à quel point
Marc-Antoine est un gros danger pour leur game et que c'est l'opportunité en or de le sortir. Et donc, tout ce bloc qui semble tout être les restants, mais qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment plus de dissension dans les alliances. C'est pas aussi solide que les 7 chanceuses le sont entre eux. Et donc, là, on voit ce bloc-là. Donc là, on aurait 4 votes pour sauver Marc-Antoine, 4 votes pour sauver Guylaine et pour éliminer vice-versa. Et donc là, il reste un joueur au milieu de tout ça, et ça, c'est Eddie. On arrive donc à la deuxième section de mon analyse pré-vote, qui est la saga Eddie. La saga Eddie est fort intéressante parce que, veut pas, il est dans une position extrêmement intéressante. C'est lui le joueur pivot, autant qu'il haït cette appellation pour lui-même, et je le comprends parce que là, ça met de la pression sur son vote. Eddie est vraiment le joueur qui peut faire pencher la balance d'un côté à l'autre parce que je pense réellement que les 4 votes pour chaque que j'ai mentionné dans ma précédente section sont assez solides. Donc, le seul qu'on n'a pas, en tant que spectateur, une ligne directrice vraiment claire de son vote, c'est Eddie. Et je pense que le show a compris ça. Et le show a mis un gros accent sur son processus décisionnel pour voir de quel côté il allait pencher finalement entre éliminer Marc ou éliminer Guylaine. Le bloc de vote pour sauver Guylaine et donc éliminer Marc savent que la meilleure manière de passer pour convaincre Eddie est de passer par Stéphanie. Et donc on va voir Stéphanie faire énormément de travail pour essayer de convaincre Eddie de garder Guylaine en lui vendant l'idée que Marc-Antoine est un joueur dangereux, que Marc-Antoine ne peut pas le protéger plus longtemps dans la game que eux ils pourraient le faire. Et la raison, c'est que Marc-Antoine a promis à Eddie 3 semaines de sécurité. Et quand tu promets un certain nombre de semaines de sécurité, c'est que tu comprends qu'il y a une alliance plus grosse qui prend le dessus sur ta position dans la game. Fait que pour Eddie, il est vraiment pas con. Il a réalisé qu'en se faisant promettre 2-3 semaines de sécurité, oui, il allait peut-être être safe à court terme, mais il y a clairement une plus grosse alliance qui se joue, qui se trame et qui n'en fait pas partie, et donc il va se faire sortir éventuellement. Tandis que de l'autre côté de la maison, donc du côté de s'il garde Guylaine dans la maison, mais il n'y a pas cette garantie de sécurité-là, notamment parce que PL fait partie de ce vote de bloc et il a peur de PL, il veut pas que PL soit patron et Guylaine n'est pas un outil pour que PL ne devienne pas patron, autant que Marc-Antoine pourrait l'être. Donc, Eddie va vraiment dans l'inconnu en décidant de sauver Guylaine parce que justement, il n'y a pas cette garantie de sécurité-là, il y a des joueurs qui lui font peur du côté des gens qui veulent garder Guylaine et donc c'est comme un 3 semaines de sécurité avec peut-être aucune chance de gagner versus un inconnu qui pourrait avoir un chemin pour lui qui l'amènerait jusqu'en finale. Donc, c'est assez difficile comme choix et il y a des bons côtés pour les deux. À mon sens, strictement personnel, si j'étais dans la position d'Eddie, si tu te fais promettre 3 semaines de plus avec presque aucune chance de gagner parce que tu as une alliance contre toi, c'est pas très tentant à mon opinion. Je pense que oui, c'est le fun les 3 semaines de sécurité, mais si t'es vraiment à Big Brother pour gagner 3 semaines de sécurité, c'est pas assez. Tu veux une loyauté qui va t'amener à la fin autant que possible. Et même si Eddie a pas nécessairement officiellement cette loyauté-là de la part de Guylaine et tout ça, au moins, il a pas l'impression d'être dans une alliance qui va jouer contre lui. Ma question alors, c'est est-ce s'il décide de garder Guylaine et de s'allier avec ce côté-là de la maison pour le vote et de sortir Marc-Antoine, est-ce qu'il va être capable enfin de saisir l'opportunité de se construire de quoi pour le long terme? Parce que là, j'ai l'impression que Eddie va beaucoup semaine en semaine et est en mode survie depuis l'élimination de Carl, depuis qu'il a été mis sur le bloc par PL. Là, il faut qu'il soit pas juste en mode survie puis qu'il soit en mode, il faut qu'il passe à la chasse, là. Il faut qu'il l'instinct du tueur, entre guillemets, embarque et qu'il puisse consolider sa place pour la deuxième moitié de la game et qu'il puisse se rendre loin. Et moi, je pense qu'il y a cette opportunité-là dans le groupe qui veut sauver Guylaine et il faut qu'il la saisisse à partir de la semaine prochaine. Donc là, Eddie est déchiré. Il y a des conversations avec Lisanne pour voir où est-ce qu'elle est. Il y a d'autres conversations avec Stéphanie. Il trouve que Stéphanie lui met énormément la position de vote pivot, mais en même temps, c'est que c'est le cas. Fait que autant que ça le frustre et qu'il comprend pas pourquoi Steph lui met cette pression-là, c'est que je pense que Steph réalise l'importance du vote de Eddie et a vraiment peur de le perdre. Mais c'est sûr qu'il faut pas non plus que Eddie se mette à douter de toi, parce que sinon ça resservir un peu en 180 degrés, mettons. Mais pour Eddie, le but c'est de savoir, si je prends la décision de sauver Guylaine ou de sauver Marc, à quel point je vais en bénéficier. Et jusqu'à la toute fin, le mystère plane et on sait pas trop où il va s'en aller. Et c'est un peu sur ce mystère-là, mais sur les arguments très convaincants de Steph, que
on s'en va à la cérémonie d'élimination. Cérémonie d'élimination qui était bien sympathique, les discours étaient fort agréables, rien qui a changé selon moi l'issue du vote. C'était des discours assez classiques de Big Brother. Mais là, le fun a commencé et c'est le vote d'élimination le plus fun qu'on a vu à Big Brother au Québec à date parce qu'il est extrêmement serré. Et c'est allé un peu dans le sens que je l'ai illustré à date. Donc, il y a 4 joueurs qui ont voté pour garder Marc-Antoine. Il y a 4 joueurs qui ont voté pour garder Guylaine. Donc, je vais faire un rundown du vote juste parce que c'était fou. Donc, PL a voté pour éliminer Marc-Antoine. Lisanne a voté pour éliminer Marc-Antoine. Léo a voté pour éliminer Guylaine. Catherine a voté pour éliminer Guylaine. Martin a voté pour éliminer Guylaine. Donc là, on est à 3 votes pour éliminer Guylaine, 2 votes pour éliminer Marc-Antoine. Ensuite, Trana vote pour éliminer Marc-Antoine. Donc on est à 3-3. Hugo vote pour éliminer Guylaine. On est à 4-3 pour éliminer Guylaine. Stéphanie vote pour éliminer Marc-Antoine. Et donc on est officiellement à 4-4. C'est une égalité. Il reste un joueur qui peut voter. Et ce joueur-là, c'est Eddie. Eddie, finalement, qui décide d'éliminer Marc-Antoine. Et donc, c'est par un vote de 5-4 que Marc-Antoine est éliminé de Big Brother Célébrité. C'est donc le 6e joueur éliminé de la saison, dans un des votes les plus excitants et les plus stressants de l'histoire de Big Brother Célébrité à date. C'était un vote qui, on voyait se dessiner comme un vote serré tout au long de l'épisode, mais tu sais, on sait jamais si finalement il va y avoir un élément de dernière minute qui va faire que la maison va avoir peur, puis les gens vont suivre une majorité. Là, ça a vraiment fait, les lignes ont été tracées dans le sable, les lignes ont été tracées jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'Eddie vote, et finalement Eddie a tracé la ligne pour éliminer Marc-Antoine. Et c'est donc ainsi que Marc-Antoine est éliminé de la saison avant le jury. Donc Marc-Antoine ne fera pas partie du jury. Et le jury a, à ma connaissance, pas encore commencé et je commence à trouver que c'est long dans la saison. Donc, je m'attends à ce que le jury commence probablement dès la semaine prochaine. Et ça va changer probablement la donne pour la suite. Donc là, Marc-Antoine est éliminé. Il fait son discours d'adieu. Il a été très, très, très bon perdant. Et ça, c'est génial de voir. Tu sais, c'est le fun de voir des fois des joueurs qui sont comme, tu sais, qui sont déçus de leur sort. Puis ça paraît un peu. Mais je trouve que dans le cas de Marc-Antoine, où il a été très malchanceux tout au long de la semaine, il l'a vraiment bien pris. Parce qu'il aurait eu raison d'être un peu déçu ou d'être fâché, mais au contraire, il a été super cool. Il a pris la défaite avec un sourire. Parce que le gars, il aime jouer, il a joué, il comprend la game et c'est un jeu. Et au final, il est capable de faire extrêmement bien la séparation entre le jeu et la vie. Et ça lui a permis de sortir sur une belle note. Et c'est comme ça que l'histoire de Marc-Antoine se termine à Big Brother Célébrité saison 2. Toutefois, avant de partir à l'entrevue avec Marie-Mé, on a vu plusieurs petites scènes qui sont vraiment révélatrices, selon moi, de la direction que la saison va prendre pour la suite. Premièrement, les filles de la Chambre Bleue capotent parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils ont perdu un de leurs meilleurs amis, un de leurs meilleurs alliés. Ils viennent de perdre un membre de leur alliance principale pratiquement pour rien. Et vu qu'ils savent pas le vote, combien ça a fini exactement, mais ils savent pas à quel point le vote a été solide ou non. T'sais, ils savent qu'entre elles, ils ont toutes voté pour le garder. Martin est assez ouvert dans le fait qu'il a voté pour garder Marc-Antoine, donc pour éliminer Guylaine. Donc, ils se doutent que ça a fini très serré, que ça a fini 5-4, mais ils le savent pas à 100%. Et là, tu vois qu'ils capotent, les 3 filles pleurent. C'est quand même assez un drame. Et surtout un drame pour Claudia, qui se rend compte qu'au final, elle a éliminé, dans sa semaine de patronat, probablement un de ses meilleurs alliés. Là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vire aussi croche pour Claudia? Selon moi, c'est 2 choses. Premièrement, elle aurait jamais dû devenir patronne invisible, et ça, je le répète depuis presque le début de la semaine. Elle n'était pas dans une position favorable, et elle a trop joué dans la crainte de se faire surprendre comme étant patronne, et donc elle a tellement voulu passer dans le beurre qu'elle a nominé 2 joueurs qui, oui, qu'elle aurait pas de suspicion, mais qui étaient très dangereuses, et son plan, son plan aurait été excellent dans une semaine où elle avait pas été patronne invisible, parce que là, elle aurait pu essayer de guider les votes dans une direction ou une autre. Là, en tant que patronne invisible, elle pouvait pas faire ces actions-là. Elle pouvait pas prendre la parole pour dire, moi, je veux vraiment que Marc-Antoine reste, puis voici les arguments pourquoi, parce que ça aurait été trop louche. Elle pouvait pas diriger le backdoor de Guylaine comme elle voulait. Et donc, d'essayer de la backdoor dans une semaine invisible, c'est extrêmement difficile. Et elle a pas réalisé à quel point ça allait être un défi, je pense. Et finalement, là, la boule a déboulé du mauvais sens pour elle. Et finalement,
la maison a réalisé que quand tu as un Marc-Antoine sur le bloc à la semaine 5, à la soirée d'élimination, tu perds pas cette chance en or là d'éliminer un joueur extrêmement dangereux. Parce que non seulement il est dangereux dans les épreuves, mais il est aussi extrêmement dangereux socialement. Donc, le patronat de Claudia est officiellement, selon moi, un échec. Et un échec assez critique. C'est dommage pour elle parce que ça va lui coûter peut-être très cher dans la saison. Et c'est dommage de voir une joueuse perdre sa game pendant son patronat. Mais selon moi, c'est comme ça revient la boucle se termine en disant elle aurait jamais dû être patronne parce qu'elle avait trop à perdre et elle a perdu énormément. L'autre point qui est super important de ces scènes post-élimination de Marc-Antoine, c'est le fait que là, les joueurs commencent à calculer potentiellement les votes. La cible semble se refermer vers les filles de la Chambre bleue comme étant une des patronnes invisibles. T'sais, la patronne invisible était une de ces 3 filles-là parce que les votes, normalement, auraient assuré que Marc-Antoine reste dans la maison si les 3 filles de la Chambre bleue, Martin et Hugo avaient pu voter. Il y aurait eu 5 votes. Marc-Antoine était assurément en sécurité. Donc là, le fait qu'il a été éliminé veut dire qu'il y a clairement une de ces personnes-là qui n'a pas pu voter parce que je pense pas qu'il aurait dérogé du plan. Donc là, ce que ça indique à Martin, à Hugo, c'est que la patronne invisible était dans la Chambre bleue. Martin va notamment confronter Catherine et Claudia à ce sujet-là pour voir, pour leur dire, écoutez, c'est sûr que c'est une de vous, les chiffres ont pas d'allure sinon. Et il a raison, c'est une bonne lecture du jeu. Là, Claudia capote un peu parce qu'elle sent la soupe va exploser. Elle essaie de dévier ça sur Éléonore parce que, bien évidemment, Catherine est dans la pièce avec elle. Elle peut pas lui mettre une cible dessus, mais il faut qu'elle enlève un peu de son dos encore. Donc là, c'est toute une situation complexe dans laquelle Claudia est. Et j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir parce que là, elle est dans une position extrêmement précaire où les gens se doutent fort probablement que c'est elle la patronne ou une de ses alliés, et là, elle est en train même de devoir accuser ses alliés pour se protéger, et ça va être très difficile pour la confiance qu'elle essaie de bâtir avec tout le monde dans la maison, notamment ses alliés. Ça nous amène donc à l'entrevue de Marc-Antoine avec Marie-Ming. J'ai pas grand chose à dire sur cette entrevue-là, j'ai 2 choses en fait plus importantes. Premièrement, j'ai aimé qui révèle à Marc-Antoine que c'était Claudia la patronne invisible. Et ça m'amène à mon 2e point, et que Marc-Antoine a extrêmement bien réagi à toute la situation. Il l'a pris avec le sourire, c'est un très bon perdant. Et ça, il y a énormément de respect de ma part pour avoir pris ça avec autant de nonchalance et de bienveillance au final. Il était juste content d'avoir pu jouer. Il était content de voir des joueurs bien jouer, puis d'avoir des plans, puis de voir une game complexe se dessiner. Fait qu'au final, il a pris sa défaite avec le sourire, et ça, j'ai énormément de respect pour ça. Et donc, chapeau Marc-Antoine, ça a été une très belle réaction, et je pense que t'es très mature et que ça a vraiment paru dans ton éviction. On arrive donc au dernier segment de l'épisode, qui est le prochain challenge du patron, qui s'appelle le Cube Med. Cube Med, qui est donc la nouvelle version de l'épreuve des cubes de glace qu'on avait tant aimé à la saison 1, qui avait amené à tant de scènes d'anthologie, de faces comiques. C'était une très bonne épreuve. Et là, elle est de retour pour la 2e saison de Big Brother Célébrité avec le petit thème Resort dans le sud. Ça me donne envie d'être en voyage, mais c'est pas grave. À la place, je parle de Big Brother dans ma chambre. Donc, cette épreuve-là amène aussi une annonce super intéressante de la part de Marie-Mé. Et ça, c'est que les have-nots, donc les condamnés, arrivent à Big Brother Célébrité au Québec, et ça, je trouve ça génial. Je trouvais ça dommage que Big Brother Célébrité chouchoutait les célébrités puis leur donnait des conditions assez faciles, parce que Big Brother aime challenger leurs compétiteurs justement avec les have-nots, les condamnés qui rendent leur vie difficile. En gros, les condamnés, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, c'est très simple. Il y a 4 joueurs dans la maison qui vont pas pouvoir prendre de douche chaude, donc ils vont juste pouvoir se laver avec des douches froides. Ils vont dormir dans des chambres, souvent dans une chambre ou dans des conditions vraiment difficiles, et ils vont juste pouvoir manger de la slop, qui est une espèce de gruau dégueulasse. Et c'est des conditions de vie assez difficiles. Donc, ça va probablement révéler des alliances, parce que c'est le patron qui doit nommer 2 personnes qui vont être les condamnés, en plus des 2 personnes qu'il va nominer. Donc, ça va tracer des lignes dans la table. Ça va rendre la game complexe, et j'ai hâte de voir comment ils vont dealer avec cette nouvelle chose dans la game qui va complexifier le tout. Donc ça, j'étais très content de voir ça. Et pour l'épreuve en soi, ben on n'a pas vu le résultat de l'épreuve, donc je peux pas vraiment... Je vais attendre avant de commenter qu'est-ce qui s'est passé dans l'épreuve et les résultats. Par contre, je tenais à vous laisser sur probablement le montage le plus étrange que vous allez voir de cet épisode-là, et on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Et donc, c'est sur ces belles images que se termine l'épisode d'aujourd'hui. On va parler du résultat de la compétition et de toute la semaine dans les prochains épisodes à venir, donc j'espère vous y retrouver. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, par contre, vous pouvez évidemment aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez écouter en version podcast, c'est disponible ici. Si vous voulez aller voir mon TikTok, Instagram, c'est aussi disponible ici. Et moi, sinon, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!